Bonsoir, professeur Pierre Hillard. Que pensez-vous de votre venue à Perpignan lors des deux conférences? Eh bien, ce fut un moment pénible pour moi. J'espère ne jamais y retourner. Mais blague à part, je suis ravi de ce séjour en pays catalan de France. Et grâce à vous, j'ai pu exposer différents éléments, que ce soit la construction européenne, les euro-régions en particulier. Et ce soir, exposer un peu les origines comment dire, de ce couple anglo-américain lié au judaïsme, pourquoi de tels liens. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le livre de Carol Quigley, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, aux éditions Retour aux sources, avec une préface de votre serviteur, sortira vers la mi-mai. Et le livre de cet universitaire permet vraiment de comprendre les origines profondes du nouvel ordre mondial via les élites anglo-américaines. Donc c'est un livre de première main que toute personne sensée se doit d'acquérir. Pour vous, donc, vous identifiez les éléments de l'ordre mondial. Quels sont, au-delà d'informer les gens, comment on peut créer le doute chez ces personnes? Comment on peut les accompagner à cette démarche d'éveil, de... À l'usure, c'est-à-dire en fait, il faut toujours s'appuyer sur des faits incontournables, authentiques, officiels. Les personnes qui ont l'esprit empoisonné, parce que c'est ça le problème, la plupart des gens ont l'esprit empoisonné par le système, par les médias actuels, euh, vont sur le coup se rebeller, mais quand même face à des documents irréfutables, ça va quand même trotter dans leur esprit et user d'une certaine manière leur réticence. Et donc avec le temps, il faut être patient, peu à peu basculer du bon côté. Vous savez, il n'y a pas de secret pour se désintoxiquer, c'est comme un drogué, c'est pas en 24 heures. Et les gens aujourd'hui, peu importe l'origine sociale, niveau d'études, ont l'esprit déstructuré et infecté par l'esprit actuel, le refus du réel, le côté émotionnel, le peace and love, si tout le monde se donnait la main, il n'y aurait plus de guerre, des conneries de ce genre. Et donc, pour revenir à pied sur terre, il faut à ces gens-là et de bonne volonté, malgré tout, parce que vous avez des personnes qui ne sont pas animées de bonne volonté, qui sont des esclaves par nature, c'est triste à dire, mais ça existe. Mais vous avez aussi des personnes intellectuellement honnêtes et qui cherchent malgré tout, malgré leurs erreurs, à voir clair et avec des arguments, des informations de première main, personnes qui sont prêtes, avec le temps, peu à peu, à basculer du bon côté. Mais il faut être patient. Une autre question, l'intelligence méthodique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du schéma de ce terme? L'intelligence méthodique. Alors, intelligence méthodique, finalement, je vais me référer à un religieux français du temps de Louis XIV qui était Bossuet. Et Bossuet a une formule, vous savez, de ces personnes qui vous donnent une formule en une phrase ou deux, qui vous font un livre de 300 pages. Et cette formule, c'est le plus grand dérèglement de l'esprit, consiste à voir les choses telles qu'on le veut et non pas telles qu'elles sont. Et avec ça, ça vous fait un bouquin de 300 pages, donc vous voyez les économies. Et en fait, l'intelligence méthodique, c'est de toujours s'appuyer sur le réel, non pas en fonction de ses envies, de ses pulsions, mais en fonction de ce qui nous entoure et puis surtout de l'expérience du passé. Donc ça nécessite en plus l'intelligence méthodique, de la curiosité, établir des comparaisons. Et lorsqu'on a fait un constat comme un médecin qui constate que telle personne est atteinte d'une tuberculose et l'autre d'une pneumonie, eh bien, en fonction du réel, donner les bons médicaments correspondant à la maladie. C'est comme ça, c'est méthodique, c'est d'abord constater le réel et en tirer les conclusions. Et donc pour les personnes, lorsqu'elles se trompent, qu'elles sont dans l'erreur et qu'elles sont en mesure de se rendre compte de leur erreur, il y a cette transition douloureuse de se dire, en gros, j'étais un con, je me suis fait rouler dans la farine, donc il va falloir maintenant que je change radicalement. Et là, l'orgueil en prend un coup, et ça prend du temps. Mais c'est ça qui est le début de la résurrection, si je puis dire. Surtout qu'on n'est pas loin de Pâques. Y a-t-il eu un événement qui a déclenché votre prise de position actuelle, votre cheminement intellectuel que vous avez maintenant, ou est-ce que c'est par formation professionnelle? Alors, en fait, c'est mon grand-père maternel, quand j'étais enfant, qui m'a offert, quand j'avais 7-8 ans, Petite histoire de France de Jacques Mainville. Et c'est lui qui m'a donné l'amour de l'histoire. Et il y a aussi une chose, c'est que d'un point de vue de ma nature, c'est d'aimer le réel.
je vais choquer peut-être certains, les gens qui refusent le monde réel sont des faibles. Il y a une différence entre avoir des faiblesses et être faible, ne pas voir. Non, je ne veux pas voir. Et d'un point de vue, c'est ma nature, je n'aime pas ces gens-là. Au temps antique, on en faisait des esclaves. Alors évidemment, je me reprends et je me dis que peut-être que si j'avais été élevé comme eux, peut-être que je serais comme eux. Mais il est vrai que j'ai une nature tout naturellement à ne pas vivre dans l'irréel. Mais j'avoue que oui, c'est pas facile de. La nature humaine, elle est faible. La nature humaine, quand on observe l'histoire, on se rend compte que les gens suivent toujours le gagnant, le meneur. Alors quand le meneur pense bien, bah, tant mieux, mais quand il pense mal, et c'est plutôt ça qui caractérise l'histoire, eh bien la masse suit. Vous savez, il y a une formule d'un diplomate français, Charles-Maurice de Talleyrand, fin connaisseur de l'âme humaine, qui disait « agiter le peuple avant de s'en servir ». C'est le principe de Orangina. Bon. Eh bien, on se rend compte que les gens, il n'y a pas d'esprit de réflexion. Regardez comment on voit les gens qui votent encore par millions pour l'UMP, pour le PS, alors qu'ils se font rouler dans la farine depuis des dizaines d'années. J'ai envie de dire, mais vous n'avez toujours pas compris. Vous n'avez toujours pas compris. Qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut le malheur, en fait. Les gens ne comprennent que dans le malheur, et dans la souffrance, on est moins con. Quand on a le frigo vide, quand on a une guerre, quand on doit jouer avec sa vie et qu'on a un adversaire et qu'on se dit ben, si je le tue, je sauve ma vie, et si je ne le tue pas, c'est lui qui a ma peau. Ben, ça vous met du plomb dans la cervelle. Ce sont les gens qui souffrent qui sont mûrs. Et aujourd'hui, c'est peace and love, on est tous citoyens du monde, on se donne la main, il n'y a plus de guerre. Ben non, je suis désolé, c'est pas ça l'humanité. Est-ce que, comme dans le meilleur des mondes, Mustapha Meunier pourrait être plutôt le divergent de notre prochain siècle? Disons que c'est un prototype, oui, parce que l'ouvrage d'Huxley, Meilleur des mondes, sorti en 1931, qui était un ouvrage à l'origine de science-fiction, mais en fait un ouvrage de politique pure, montre une humanité, une gouvernance mondiale, des blocs continentaux, et puis l'Europe qui est dirigée par un suprême dirigeant qui s'appelle Mustapha Meunier, qui est ni arabe ni français, mais qui est un produit hors sol. Et c'est ça qui nous attend. C'est ça qui nous attend. Mais dites ça aux gens, ils ne comprennent pas. Oh, vous exagérez, en fait, c'est triste à dire, mais le malheur, j'en reviens, met du plomb dans la cervelle. Et il faut, face à des gens qui sont abrutis par des émissions de la Secret Story et compagnie, il faut des coups durs. Vous savez, je pense aux Français, même aux Européens, mais jusqu'au XXe siècle, mettons 19e siècle, où la plupart des Français étaient paysans. Là, il faut vivre avec le réel, voir le climat, la qualité de la terre, voir la bête, le cochon, la vache, etc., qui est en bonne santé ou pas. Là, il ne faut pas rêver. Et ça vous fait des hommes solides. Vous savez, on parle toujours de la guerre de 14-18. On oublie une chose, c'est que certes, il y avait un armement, mais ce qui a fait que la France a tenu, c'est que la plupart du temps, ces soldats français, c'était des paysans. Et des gens solides. Avec leurs défauts, leurs faiblesses, évidemment, mais des gens solides. Qui avaient des moments de creux de vague, évidemment, parce que, évidemment, l'enfer de Verdun, mais qui ont tenu. Mais nous, on aurait vécu en 1914-1915, mais les 9/10 des Français n'auraient pas tenu, ils auraient eu leur crise de nerfs, leur incompréhension. Et ces Français de 1914, c'était des soldats, c'était des mecs. Et les femmes qui étaient à l'arrière du front pour faire tourner les usines d'armement, c'était des femmes, pas des minettes. Et nous, c'est tout l'opposé. Nous, c'est des êtres émasculés, plus de mecs, plus de nanas. Ce sont des... La guerre 14-18, pour moi, c'est révélateur, que ce soit côté français, mais côté allemand, côté anglais, évidemment. On avait affaire à des hommes et des femmes, et aujourd'hui, sauf exception, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Il y a des sexes masculins, il y a des sexes féminins, il n'y a plus de mecs, et il n'y a plus de vraies femmes. Je vais citer un cas d'une vraie femme, je suis contre sa politique,
En plus, elle faisait partie du système mondialiste, mais je dois reconnaître, même si je ne suis pas d'accord, c'est Margaret Thatcher. Elle était d'origine sociale modeste. Son ascension sociale, elle l'a due uniquement à son travail personnel. Elle était une femme dans un milieu d'hommes, et en plus milieu anglais plutôt misogyne. Et ben, c'est une sacrée femme. Après, évidemment, sa politique, je n'aime pas. Mais c'est une femme, pas une minette. Voilà, c'est une femme. Des questions? Est-ce que vous voyez quand même métaphysique ou spirituel d'un éveil des Français ou des peuples du monde? Alors déjà, les Français, oui, quand même, il y a toujours une minorité qui se réveille, parce que, bon, il y a quand même des personnes qui font du travail, qui diffusent des informations, donc il y a toujours un réveil, mais il faut quand même reconnaître que c'est quand même minoritaire. Oui, une prise de conscience, mais une prise de conscience qui touche une minorité. Et je dis toujours, en fait, la vraie bascule, c'est toujours dans le malheur. Euh, Quand vous voyez la jeunesse toujours plongée avec leur SMS, leur page Facebook, comment peuvent-ils s'élever quand ils s'intéressent aux futilités? Donc, il faut des choses. On mange quoi ce soir? Ben, il n'y a plus rien à manger. Il fait froid. Ben, mets un pull, mais j'ai plus de pull. Ah, ben, tu vas crever de froid. Il faut des choses primaires pour remettre les gens sur la bonne voie. C'est très ça à dire. Moi, personnellement, je m'en passerais parce que je risque en plus d'y passer. J'avoue que bon. Mais, euh, mais il faut des trucs primaires parce que les gens sont trop primaires pour revenir à des pensées justes. Il faut, j'appelle ça la politique de la schlag. Hélas, je voudrais tellement me tromper, mais il faut des événements durs. Et puis bon, à titre personnel, je crois en un coup de pouce à la Providence. Parce que humainement, c'est cuit, hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. Mais cuit ne veut pas dire ne rien faire. Il faut toujours reprendre la phrase de Sainte Jeanne d'Arc, de par Dieu, les hommes se battront, et Dieu donnera la victoire, c'est qu'on fait de son mieux, et avec le coup de pouce de la Providence, ça repartira, parce que j'ai la certitude du renouveau. Mais on va, pardonnez-moi l'expression, en chier comme des Russes avant de remonter. Surtout qu'ils risquent, eux, de jouer un rôle particulièrement important en liaison avec le monde musulman contre l'Europe occidentale. Là, je pense qu'un jour, un drapeau flottera sur le sommet du Vatican, et ça ne sera pas le drapeau du Vatican. Est-ce que vous voyez par exemple